Des coups d'épée. Une fracture très nette qui a tranché l'os de part en part. Une pluie de flèches. Ça devait être terrifiant. La destruction d'un château. Les victimes d'un combat épique entre chrétiens et musulmans ont reposé en Terre Sainte pendant 800 ans. Aujourd'hui, ces hommes reviennent d'entre les morts. Voici les ruines du gué de Jacob, un puissant château qui dominait autrefois le fleuve Jourdain, en Israël. Sa destruction est auréolée de légendes. Les chroniques musulmanes parlent d'une grande bataille en 1179. D'un côté, des chrétiens européens partis en croisade, les soldats de la croix. De l'autre, des guerriers de l'islam. L'affrontement est décisif dans la lutte de pouvoir qui les oppose depuis 2 siècles pour le contrôle de la Terre Sainte. Les chroniques racontent qu'après des combats acharnés, toute la garnison des croisés a été massacrée ou réduite en esclavage. Pendant des siècles, on n'a eu aucun moyen d'infirmer ou de confirmer ces récits. Puis les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Les corps des croisés vaincus par l'armée musulmane. Voici l'endroit exact où nous avons commencé à trouver toutes sortes de squelettes d'êtres humains et de chevaux. On voit le drame des hommes tués pendant la bataille. On voit la souffrance. C'est la première fois qu'on retrouve les dépouilles de croisés morts au combat. Comprendre qui ils étaient et comment ils ont péri pourrait révéler ce qui est arrivé au gué de Jacob. Michael Wysocki, anthropologue judiciaire, est spécialisé dans les blessures au combat. Il va examiner 6 squelettes, chacun incarnant un chapitre de l'histoire. Ce sont des hommes qui ont entre 18 et 40 ans. C'est un groupe d'individus étonnants. Beaucoup portent les signes de traumatisme et de blessures violents. Immédiatement, un corps se distingue. Cet individu a subi une série de blessures horribles. Regardez la partie inférieure de la mâchoire, la mandibule. Le coup est arrivé en biais. Il a dû trancher le menton. On sait que c'est un coup d'épée parce que la fracture est droite et régulière. La deuxième blessure est encore pire. Le bras gauche est coupé. Le coup est arrivé d'en haut, en biais, et il a sectionné l'os ici. Sur cette photo, on voit que l'entaille est très nette. L'os ne s'est pas cassé naturellement. Il a été tranché. Un coup, et le bras tombe. Ces blessures sont la preuve d'une agression délibérée contre cet homme. C'est un indice sur son identité. Ces lésions sont typiques d'un combat au corps à corps. Elles viennent toutes de l'avant. Donc l'homme ne fuyait pas. Il était debout et se battait. C'est bien lui qu'on visait. Il a pu être identifié comme un grand guerrier qu'il fallait éliminer à tout prix. Il appartient peut-être au plus énigmatique groupe de croisés, les Templiers. Selon les chroniques musulmanes, les hommes postés dans le fort sont dirigés par 80 chevaliers.
Les Templiers étaient des moines guerriers. Ils se consacraient à la défense de la Terre Sainte. Ils avaient fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La différence essentielle, c'est qu'ils combattaient le diable avec des épées, alors que l'arme des moines classiques, c'était la prière. Issus de la noblesse, les chevaliers templiers sont formés très tôt au combat, parfois depuis l'âge de 12 ans. Ils sont l'élite des croisés. Leur arme de choix est le sabre. Cette arme peut faire de gros dégâts. Elle a une lame à double tranchant, ce qui veut dire qu'on peut utiliser les deux côtés. Elle peut tout faire. Comme elle est bien équilibrée, on peut la manier très rapidement. Elle peut trancher, mais aussi embrocher. La taille ou l'estoc. Quand les musulmans attaquent le gué de Jacob, les chevaliers templiers dirigent les opérations de défense. Mourir pour le Christ fera d'eux des martyrs et leur garantira une place au paradis. La foi leur donne le courage de continuer à se battre, malgré de terribles blessures. Les Templiers sont les meilleurs soldats du camp chrétien. Ils sont entraînés, ont le meilleur équipement et sont disciplinés. Et ils sont connus pour leur bravoure. Les chevaliers s'entraînaient déjà beaucoup, mais les Templiers s'entraînaient 2 fois plus. La marche, la retraite, la passe. Tout est une question d'entraînement. Pourtant, malgré son expérience, ce Templier n'a pas eu le dessus. Sa mandibule est tranchée. Le visage n'est pas un bon endroit pour une blessure parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Même une petite entaille fait très mal. Son bras gauche tombe. L'arme de l'ennemi est sans doute un cimeterre. C'est une arme très tranchante. On la fait tournoyer et on fend. Avec une lame courbe, la zone d'impact initiale est petite. Donc toute la force du coup s'abat sur un point précis. Ensuite, la lame élargit l'entaille peu à peu. Dans ce gigot, il y a un os au milieu de la viande. On voit parfaitement les dégâts provoqués par le cimeterre. En utilisant le poids de la lame, je peux facilement trancher un bras. Le Templier est galvanisé par sa foi et aidé par la réaction naturelle de son organisme. Si par exemple, un soldat perd son bras sur le champ de bataille, on peut supposer qu'il continue quand même à se battre. Ça s'explique par un mécanisme physiologique. L'adrénaline envahit son corps et contracte les vaisseaux sanguins autour de la blessure, ce qui réduit la sensation de douleur et le pousse à se battre. Ce n'est pas encore la fin du duel. Une pointe de flèche est aussi logée au niveau du cou. Ce qui empêche surtout de rester debout, c'est une blessure au niveau des voies respiratoires. C'est l'un des plus gros tueurs sur le champ de bataille, l'incapacité de respirer. Mais aucune de ces blessures n'est la cause du décès. L'attaque se clôt par un 4e acte. Le coup mortel est probablement celui qu'on voit à l'avant du crâne, ici. Une fracture très nette qui traverse l'os. Il est coupé en 2 sur toute l'épaisseur. On n'en réchappe pas. Il a pu être frappé alors qu'il était déjà à genoux.
La mort du Templier ressemble à une exécution. Si le coup a touché le cerveau, il y a eu une hémorragie massive et il s'est écroulé comme une masse. Son calvaire prouve que les chroniques musulmanes n'ont pas menti sur la violence des combats. Pourtant, le mystère reste entier sur la manière dont l'ennemi a pris d'assaut le fort et mis en déroute la garnison. Selon les chroniques, les croisés massacrés au gué de Jacob sont morts à cause d'une décision stratégique fatidique. Tout s'est passé un an plus tôt, en 1178. En Terre Sainte, les deux camps sont de force égale. Le chef des chrétiens est Baudouin IV le lépreux, roi de Jérusalem. Baudouin IV était un jeune homme hors du commun. Il était devenu roi à seulement 13 ans et il avait attrapé la lèpre, une maladie qui défigure les malades. Mais bien qu'affaibli par cette maladie douloureuse, il s'est battu pour la couronne de Jérusalem. Ces chevaliers d'élite, les Templiers, le poussent à bâtir une forteresse à la limite du territoire musulman. À cet endroit, le gué de Jacob. C'est une stratégie risquée. Depuis cette base, les croisés pourront attaquer la capitale musulmane, Damas, à un jour de marche. Le chastelet du gué de Jacob doit être imprenable, protégé par deux immenses fortifications. Le château devait être immense, plus grand que tous ceux qui existaient dans la région et en Europe à l'époque. La décision de Baudouin est une provocation lancée aux musulmans. Leur réaction scelle le destin des hommes retrouvés sur place. L'analyse du deuxième squelette commence à reconstituer l'enchaînement des faits. Contrairement aux autres corps, celui-ci n'a pas été jeté à la va-vite. Il semble avoir été enterré dans les règles. Si on a eu le temps de l'inhumer en bonne et due forme, il a dû mourir avant que les musulmans n'envahissent les lieux. Son squelette peut expliquer pourquoi. Voici sa clavicule. En voici une venant d'un autre guerrier du gué de Jacob. Si on les compare, on voit une différence de taille. Cet homme était très grand. Il était aussi très musclé. Si on regarde l'humérus, l'os du bras, on voit que les attaches musculaires sont très marquées. Il y a une zone en relief très étendue. Quand on utilise un muscle très souvent, il y a plus de calcification à l'endroit où il est attaché à l'os. Sa morphologie suggère qu'il était massif. Pourtant, sur ses os, rien n'indique qu'il est mort au combat. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a pas non plus de signe de blessure cicatrisée. Il reste encore à examiner le crâne. C'est très curieux. Dans cette région, à la base du crâne, on a une fracture semi-circulaire et une fracture radiale qui en part. Mais aucun point d'impact. Si le crâne a été retrouvé en miettes, ce n'est pas à cause d'un coup violent, mais plutôt des 8 siècles passés sous terre. L'absence de blessures de combat laisse penser que ce n'était pas un guerrier.
il y a un autre indice sur son identité. On voit une épaisse calcification à l'endroit où les ligaments tirent les clavicules vers les muscles du cou. Ça évoque un mouvement de rotation des épaules. Il utilisait les deux bras, comme ça, et devait porter de lourdes charges. L'homme était sans doute l'un des civils les plus précieux du château, un maçon. Au Moyen-Âge, les maçons sont apprentis pendant 7 ans pour apprendre leur métier et construire des châteaux. Quand les musulmans arrivent, le mur fortifié n'est pas encore achevé. Courez, rentrez vite! Tout le monde a été pris de court. Les ouvriers ont été attaqués par surprise. On trouve des pointes de flèches au milieu des outils et du ciment qu'ils mélangeaient pour sceller les pierres. Il y en a partout. Rentrez! Rentrez! Pour se protéger, ils ont dû prendre les outils et les pioches avec lesquels ils travaillaient et essayer de se défendre. Dépêchez-vous! Vite! Visiblement, pendant la phase préliminaire de l'attaque, les premières victimes ont été des ouvriers désarmés. Une flèche a dû toucher le maçon dans des tissus mous et provoquer une blessure grave. À l'époque, les infections sont quasi inévitables. Si une flèche pénétrait profondément et qu'on n'arrivait pas à la retirer entièrement, l'agonie était longue et pénible. On pouvait mettre 3 jours à mourir. Tandis que le maçon perd des forces, une immense armée musulmane encercle le gué de Jacob. Les chroniques racontent que la plaine est engloutie par les soldats. À l'intérieur des fortifications, on prend encore le temps d'enterrer les morts. Mais plus pour longtemps. Le sort du château est entre les mains de Saladin, le chef des musulmans. Saladin était un homme très charismatique. Il était aussi impitoyable. Il était déterminé à détruire le gué de Jacob, qui était bâti sur ses terres. Il devait l'attaquer avant la fin des travaux. Il fallait frapper fort avant qu'il soit imprenable. Au 6e jour du siège, Saladin met son plan à exécution. Ses ingénieurs ont creusé un tunnel sous les fortifications. Les tunnels n'étaient pas des passages pour les soldats musulmans. Ils servaient à faire tomber les murs. Pour les hommes pris au piège du château, le seul espoir est le roi Baudouin, qui réunit des renforts dans les environs. Saladin n'a pas une minute à perdre. Le temps pressait. Saladin a ordonné à ses hommes de faire aussi vite que possible. Pour détruire les fortifications, les ingénieurs vont incendier les étais en bois dans les tunnels. Surveille le mur. Quand tous les éléments en bois se sont consumés, le mur s'est écroulé. Le dernier ingrédient est sans doute du naphta, un ancêtre de l'essence, utilisé par les musulmans.
Voici le seul endroit des fortifications où il n'y a plus de mur. Je pense que c'est ici qu'ils avaient creusé un tunnel. Et le mur s'est effondré. Le biographe officiel de Saladin a décrit ce moment décisif. Le mur s'est écroulé. Le courant d'air qui a pénétré à cet instant a propagé le feu. Plusieurs combattants ont été la proie des flammes. Préparez-vous! En garde! L'effondrement du mur permet aux soldats de Saladin de donner l'assaut. Tout se décide alors en quelques heures de combat au corps à corps. Quatre autres squelettes ont une histoire à raconter. Chacun incarne un chapitre de la suite de la bataille. Celui-ci n'a qu'une seule blessure grave. C'est très beau, si on peut employer cet adjectif pour quelque chose d'aussi brutal. C'est une blessure faite avec une arme tranchante qui a frappé le haut de l'épaule jusqu'au bras. Regardez cet os. Le coup est arrivé par ici et il a transpercé l'os jusque-là. On a utilisé une épée. Elle a frappé par l'intérieur, l'avant de l'humérus. Ça veut dire qu'il était face à son ennemi. C'était un combat au corps à corps. Le choc est violent, mais l'os n'est pas très abîmé. Peut-être qu'il portait une armure et que sa cotte de maille a amorti la force de l'impact. S'il porte une cotte de maille, l'homme est peut-être le sergent d'un templier. Vigie, surveille le mur. Un frère chevalier peut avoir 5 hommes à son service. Ils portent un manteau de bure. Ils s'occupent des chevaux et combattent avec leur maître. Les sergents faisaient partie intégrante de la force de combat des Templiers. Ces hommes avaient fait les mêmes vœux que les Templiers et ils étaient aussi aguerris. Ce sont des soldats de métier formés aux techniques militaires. Quand on est au cœur des combats, il y a beaucoup de monde partout et on n'a pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Là, j'utiliserai le pommeau. Là, un coup de quillon au visage. Là, un coup de tête. N'oublions pas que je porte un casque. Un coup au ventre, suivi d'une taille. Si vous ne savez pas vous battre en combat rapproché, vous n'êtes pas une fine lame. Dans la bataille du gué de Jacob, ce sergent est tombé sur plus fort que lui. Le coup qui lui a été fatal est un classique de l'époque. Sur les champs de bataille médiévaux, on voit beaucoup de blessures sur la partie gauche du corps. La majorité des gens étaient droitiers. Quand ils donnaient un coup d'épée par le haut, ils visaient la gauche du corps. Ça a dû être une blessure extrêmement douloureuse. Incapable de tenir son bouclier, le sergent est condamné. Contrairement au sergent,
de nombreux croisés pris au piège dans le fort ne sont pas des soldats expérimentés. Le squelette suivant révèle ce qui leur est arrivé. Malgré ses efforts, la garnison qui défend le gué de Jacob ne peut pas repousser l'ennemi. Les hommes de Saladin mettent tout à sac. Cet homme a été retrouvé sur le sol, un bras écarté sur le côté. Il y avait un cadavre de mule sur son bras. Voilà son squelette. Là, c'est le sacrum, l'os qui termine la colonne vertébrale. Il est composé de plusieurs vertèbres soudées, mais on voit un petit interstice ici. La fusion ne s'est pas faite jusqu'au bout. Donc, on sait que cet homme avait entre 18 et 25 ans. Malgré son jeune âge, il avait un problème au dos. Si on regarde ces vertèbres de près, on voit que beaucoup ont un trou qui n'a rien à faire là. Ce type de perforation est le résultat de la pression de lourdes charges sur la colonne vertébrale. Ça appuie sur les tissus mous entre les vertèbres. Quand le cartilage se retrouve écrasé, il se fissure, ce qui provoque une hernie discale. C'est donc un individu qui a porté des choses lourdes, des matériaux ou des outils, pendant très longtemps, sans doute depuis qu'il était tout petit. S'il a travaillé dans son enfance, il doit venir d'un milieu défavorisé. L'état de sa dentition étaye cette théorie. Il a perdu une dent. Il y a aussi des caries et un gros trou ici. Il devait avoir très mal. Il a aussi beaucoup de tartre. C'est ce qui s'est accumulé tout autour de la base de la dent, le long de la gencive. Il avait les gencives malades. Le résultat devait être une mauvaise haleine très prononcée. L'état de ses dents en fait un soldat improbable. Est-ce bon qu'un guerrier ait des problèmes dentaires? Non, laissez-moi tranquille, j'ai mal aux dents. Non, en cas de douleur, on arrachait tout simplement la dent pour que l'homme puisse continuer à se battre. Il s'agit certainement d'un homme modeste, un simple ouvrier. Vite, vite, ouvre, ouvre! Il est sans armure et sans armes. Et ne sait pas se battre. Mais au moment de l'attaque, le jeune homme se retrouve en première ligne. Une armée médiévale ne comptait pas seulement des chevaliers. Le gros de la troupe était composé de soldats occasionnels, dont ce n'était pas le métier. Ils étaient appelés de temps en temps pour combattre. Ça devait être terrifiant. Ce n'étaient pas des guerriers. Des gens de tous les milieux se sont engagés dans les croisades. Il y avait des chevaliers, des hommes d'église et des paysans. C'était un petit groupe de gens d'Europe occidentale qui avaient conquis un territoire étranger. En cas d'invasion, tout le monde devait participer. Mais un soldat de fortune n'est pas de taille face aux hommes de Saladin. Je ne pense pas que les soldats de Saladin faisaient la distinction entre les guerriers d'un côté et les charpentiers, forgerons ou maçons de l'autre. Ils tuaient tous ceux qu'ils croisaient, sans distinction.
Dans chaque bataille, il arrive un moment où c'est 2 ou 3 hommes contre 1. C'est une situation horrible. Vous savez qu'il n'y a pas d'issue. C'est la fin. L'absence de traces sur le squelette du jeune ouvrier signifie qu'il est sans doute mort d'une blessure des tissus mous. Parmi les squelettes des croisés, il y a des hommes de tous les échelons de la hiérarchie et toutes les classes sociales, preuve que les occupants du gué ont été massacrés. Le 5e squelette examiné montre la violence de ce qui se passe ensuite. Cet homme a de terribles lésions à la tête. La lame est entrée par l'arrière du crâne et elle a soulevé une partie de l'os crânien. Il y a un coup sur la gauche, à l'arrière du crâne, qui a arraché un gros morceau. La matière grise s'est retrouvée en partie exposée. Il y a aussi un autre coup sur le haut du crâne, qui a soulevé ce bout d'os. Cette attaque a été particulièrement brutale, sans pitié et déchaînée. On n'a pas fait de quartier. Reste à savoir pourquoi cet homme a été victime d'un tel déchaînement de violence. Et c'est sa dentition qui peut fournir une piste. On voit ici que cette incisive a été usée. Elle est 2 fois plus petite que la normale. Ce type d'abrasion nous laisse penser qu'un objet a été frotté de manière répétitive entre les dents. Il y a un interstice de 7 mm et demi. Il manipulait peut-être les cordes d'un arc. Ou il utilisait ses dents pour enlever l'écorce sur ses flèches. Ou pour tailler des plumes. L'homme pourrait donc être un archer. À l'époque, les archers viennent de milieux modestes et s'entraînent depuis l'enfance pour être d'excellents tireurs. Ils peuvent décocher 8 flèches à la minute et toucher une cible à 300 mètres. Leur précision mortelle leur vaut d'être haïs par les hommes de Saladin. Dans les dernières phases de la bataille, de nombreux croisés ont dû être massacrés par les musulmans. À cause de la férocité et de la ferveur des combats, les assaillants n'allaient pas prendre le temps de faire des prisonniers. On peut imaginer une pluie de coups. Tchac, 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 à l'arrière du crâne. Il voulait être sûr que le type était mort. À la fin des combats, il ne reste qu'une poignée de croisés, retranchés dans la partie sud du château. Ils se sont enfermés derrière des barricades improvisées et ont tenté de se défendre. Les squelettes retrouvés dans les ruines reconstituent le sort de ces hommes. Voici un corps énigmatique.
Entre son bras droit et son coude, il y avait ce petit objet, un tas de pièces de monnaie, sans doute entassées dans une bourse. Les pièces sont un premier indice sur l'identité de l'homme. On peut supposer qu'il avait un statut social très élevé, parce qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Il ne s'agit pas de quelques petites pièces, comme un homme du peuple, un charpentier ou un forgeron pouvait avoir dans la poche. La cause du décès confirme que ce n'est pas un croisé comme les autres. Les hommes de Saladin lui ont réservé un traitement spécial. Il y a une brèche dans le mur nord! Quand ce squelette a été exhumé, on a cherché les fragments du crâne. Mais il n'y en avait pas. On peut donc conclure que la tête n'était pas là. La décapitation suggère une exécution. C'est un autre indice sur le statut de ce chevalier templier. C'était lui qui gardait la solde versée aux employés du guet. Courez! 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 Ces derniers instants ont été terribles. Le premier coup a touché son omoplate droite. La blessure est à ce niveau. Une lamelle d'os a été tranchée. On voit l'entaille très clairement. Un petit morceau d'os a été clairement découpé. Ensuite, le bras droit est visé. Un gros morceau de son radius a été tranché, de biais, à peu près au niveau du poignet. Un coup à l'arrière du poignet, ici, sectionne les tendons extenseurs qui servent à bouger le poignet et les doigts. Donc le poignet tombe et on ne peut plus tenir ce qu'on avait à la main. Sa clavicule droite porte la marque d'une troisième blessure. On voit une entaille très nette. Elle est triangulaire et reproduit la forme d'une pointe de flèche en métal. Il a reçu une flèche qui est passée juste sous la clavicule. Elle est arrivée par le côté et s'est enfoncée en dessous, sans doute dans l'articulation de l'épaule. Il a peut-être cassé la hampe et continué à se battre. Incapable de se défendre, le Templier est à la merci de l'ennemi. De leur côté, ses camarades n'ont pas encore dit leur dernier mot. D'après les ossements retrouvés sur le site, on sait que la bataille s'est achevée sur un acte de courage et de désespoir. C'est la fin de la prise du guet de Jacob. Au milieu des squelettes humains, il y a aussi des animaux. On a retrouvé 3 chevaux. Ici, nous avons un fémur. Il y avait des pointes de flèches dans la plupart de ces squelettes, notamment entre les côtes, près du bassin. Les chevaux sont donc morts pendant la bataille, tués par les archers de Saladin. Au guet de Jacob, on a des pointes de flèches de forme concave. Elles étaient destinées à la chasse aux gros animaux. Elles ont été utilisées au combat contre les chevaux. L'usage de ces flèches particulières confirme un passage étonnant des chroniques musulmanes.
Les textes disent que le commandant du guet a réagi au massacre de ces hommes par un dernier acte de bravoure. En désespoir de cause, à la fin de l'assaut, il est possible que des Templiers aient tenté le tout pour le tout. Une dernière charge glorieuse mais vaine contre les musulmans résume bien la motivation et la détermination des Templiers. On pourrait même dire leur fanatisme. Les pointes de flèches concaves faisaient de gros dégâts. En général, elles mesuraient entre 3 et 5 cm de large. C'était comme lancer une hache sur quelqu'un. De la part du commandant, c'est un geste héroïque, mais désespéré. Il sait qu'il va être tué. C'est un suicide. Le commandant du guet sait qu'il va être humilié, torturé et abattu. Les chroniques le racontent. Il se jeta dans un gouffre de feu et de ce brasier, il fut immédiatement jeté dans un autre, celui de l'enfer. Je me demande si le commandant des Templiers a fait un acte de bravoure ou de lâcheté. Parce qu'en commettant un suicide, il a laissé toute son armée sans personne à sa tête. Les chroniques parlent d'exécution systématique après la victoire. C'est peut-être à ce moment que le Templier de haut rang est mort. La mise à mort des vaincus envoie plusieurs messages. Ça montre que la victoire est totale et sans appel, et qu'on n'a aucune pitié. Voilà ce qui arrive quand on nous résiste. La pratique de la décapitation, flagrante sur le squelette du Templier, authentifie les récits des chroniques musulmanes. C'est une immense défaite pour les croisés. Le roi Baudouin apprend la nouvelle avant l'arrivée de ses renforts sur place. Il connaissait personnellement certains des 800 chevaliers massacrés. Aujourd'hui, leurs ossements racontent la bataille qui a changé le cours de l'histoire. C'est un coup dur pour Baudouin IV. Il perd de son prestige et de sa puissance militaire. Cette victoire permet à Saladin de gagner du terrain sur les territoires chrétiens. Il continue sur sa lancée et en 1187, les musulmans reprennent Jérusalem. L'influence des croisés décline en Terre Sainte jusqu'en 1291, quand les musulmans en expulsent totalement les chrétiens.